plus attendre, Inès, Alix, je vous laisse démarrer votre conférence. Bonne conférence à vous. Merci. Alors, il n'a pas partagé les slides. Il est parti sans partager son écran. Très bien. Par contre, il va falloir revenir dès le début. Hop. Alors, ça y est. Voilà, pardon, j'ai fait en même temps que toi. Vas-y. Je nous ramène au tout début. Hop. Vous avez un petit spoiler du coup de notre conférence en même temps. Est-ce que tout le monde voit bien l'écran? Alors oui, ok, super. Donc bienvenue à tout le monde. Désolée pour ce tout petit couac du début. Aujourd'hui, on va vous parler de retail versus D2C, comment le SEO permet d'optimiser votre stratégie omnicanal. Alors, donc sans plus attendre, on va rentrer dans la conférence, mais juste pour vous dire, c'est la présentation aujourd'hui qu'on fait de SimilarWeb. Donc Inès, je te laisse te présenter rapidement. Bonjour, Inès Durand, Senior Market Insight Manager chez SimilarWeb. Petites excuses en avance, j'habite à Londres, je m'excuse en avance pour les anglicismes que j'essaierai d'éviter pendant cette présentation. Et moi, de mon côté, merci Inès, je m'appelle Alix Romatet, je suis Senior Marketing Manager chez SimilarWeb. Très rapidement, pour vous expliquer ce que c'est que SimilarWeb, c'est donc, on est le leader des analyses concurrentielles dans le monde. Donc SimilarWeb, c'est un outil, une plateforme dans laquelle vous pouvez rentrer n'importe quelle URL ou n'importe quelle app et avoir toutes les données de trafic, d'engagement et de recherche. Et donc, on est un outil à destination de tous les personas, marketing, SEO, e-commerce et stratégie qui, du coup, auraient besoin d'avoir des données, non seulement sur leur propre performance digitale, et puis sur celle de vos concurrents et vos distributeurs. Alors, de quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui? Donc, on va avoir 4 parties. La première partie, c'est donc bien sûr une introduction sur D2C versus Retail. Et donc, je vais vous raconter ce que c'est que le D2C, le Retail, et surtout pourquoi est-ce qu'on parle de ça dans une conférence qui parle normalement de SEO. Dans un deuxième temps, on va passer à une étude de cas sur tefal.fr et on va un petit peu essayer de voir quelles sont les leçons de leur stratégie de contenu. Puis, on passera dans un troisième temps à une étude de cas sur dodo.fr. Et là, pareil, on verra comment est-ce que Dodo arrive à éduquer ses clients pour mieux vendre avec une stratégie de contenu très bien ficelée. Et puis, dans un quatrième temps, conclusion et questions. Et là, on vous écoutera et on sera ravis de répondre à toutes vos questions. Alors, bien sûr, pour démarrer, Retail versus D2C, état des lieux, et puis surtout que vient faire le SEO là-dedans. Premièrement, alors je précise juste avant qu'on démarre, et étant donné que je ne voudrais pas qu'il y ait de malentendu, D2C, c'est les initiales pour Direct to Consumer, au cas où tout le monde ne serait pas familier de ce terme. Et Direct to Consumer, ça veut dire un site qui va vendre en direct ses produits, sans passer par des distributeurs externes. Versus Retail, qui sont du coup des plateformes qui vont vendre une multitude de produits de leur propre marque et des marques des autres, ou uniquement des marques des autres. Donc, comme on aime bien commencer par des très bonnes nouvelles, nous, chez SimilarWeb, on va commencer par expliquer que le contexte économique est très tendu en ce moment. Les 3 points qui soutiennent cette tension, on va dire, du contexte économique sont les suivants. Bien sûr, l'inflation, là-dessus, je vous apprends rien. Elle a été confirmée à 5,6% sur un an en France en septembre. Cette inflation, elle est à la fois couplée et à la fois due à la guerre qu'on observe en Ukraine et qui entraîne donc des problèmes d'approvisionnement qui sont majeurs sur les chaînes d'approvisionnement, qui sont elles-mêmes aussi entraînées par des multiples confinements en Chine qui continuent d'avoir un impact négatif sur les problèmes d'approvisionnement. Et puis enfin, le troisième point, c'est la défiance des consommateurs à l'égard de la consommation. On a regardé un chiffre qui est donc la confiance des consommateurs dans leur capacité à dépenser sur les prochains mois, et cet indice de confiance est à son plus bas depuis 10 ans. Donc effectivement, comme je vois dans le chat, on va tous mourir. La problématique aujourd'hui, c'est de dire, dans ce contexte économique qui est là, est-ce que ça veut dire que les marques vont forcément connaître des moments de récession ? Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, on peut s'attendre uniquement à une rétractation du e-commerce et du commerce de manière générale, ou est-ce qu'il y a quand même des opportunités de croissance pour les marques dans ce contexte-là ? Donc, aujourd'hui, ce qu'on observe, et là on va un peu comparer la France et les États-Unis, c'est que si vous regardez le titre, les 100 premières marketplaces aujourd'hui représentent 63% des ventes e-commerce. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si on prend toutes les ventes qui sont effectuées en ligne, aujourd'hui il y a 63% de ces ventes dans le monde qui sont réalisées sur des marketplaces, c'est-à-dire sur des retailers. En revanche, le panorama qu'on voit du retail aux États-Unis et en France est extrêmement contrasté. Ce qu'on observe aux États-Unis, c'est que Amazon est archi leader. Amazon, c'est la barre en violet.
Et donc, du coup, vous voyez que si on prend toutes les visites qui ont eu lieu aux États-Unis sur les retailers Amazon et les sites D2C, Amazon représente presque 40% de ce volume de visites-là. Le top 15 des retailers aux États-Unis, c'est la barre bleue, représente un petit peu moins qu'Amazon. Donc, ça veut dire qu'Amazon tout seul fait 15 fois plus, plus que les 15 premiers retailers. Et puis enfin, la barre grise ou taupe à droite représente l'ensemble des sites D2C aux États-Unis. Il y a dans cette étude plus de 10 000 domaines et on voit qu'ils n'arrivent même pas à avoir autant de trafic que le top 15 des retailers. Côté français, un petit peu différent. Amazon n'est pas leader. Le top 15 des retailers, en revanche, dépasse largement Amazon, qui n'est pas du tout tout puissant. Et quand on regarde le top 30 du D2C, on arrive quasiment à la moitié d'Amazon. Donc, ce que ça veut dire, même un peu plus que la moitié d'Amazon. Ce qui veut dire qu'en France, le retail est encore fort. Les sites D2C sont encore forts. Mais on dit souvent qu'on a un peu de retard par rapport aux États-Unis, ce qui donne un peu une tendance de ce qui pourrait arriver dans les prochaines années. Alors, pourquoi est-ce que c'est intéressant pour nous? Parce qu'effectivement, il y a beaucoup de marques qui vendent en direct sur leur propre site et qui vendent aussi via des retailers. C'est pas l'un ou l'autre, c'est souvent l'un et l'autre. Là, on vous a pris l'exemple de GHD. GHD, c'est une marque de fer à lisser et d'accessoires pour cheveux qui vend sur la gauche à la fois sur son site en propre, ghd.fr ou ghd.com, et puis à la fois à droite sur un screenshot qui vient d'Amazon. Et donc, on voit que ce sont les mêmes produits. À gauche, sur le D2C, donc, quels sont les avantages? Les avantages, c'est d'avoir créé une communauté autour de sa marque. C'est d'avoir une meilleure expérience client parce qu'on a une meilleure connaissance de son client, notamment grâce aux données first party qui sont collectées sur le site. Et c'est d'avoir, bien entendu, une maîtrise de ses prix et de son positionnement. En revanche, côté D2C, on a moins de visibilité sur le volume futur des commandes. On a l'organisation, on a une moins bonne, on va dire, organisation logistique, puisque du coup, on a moins de volume que les retailers. Et puis, surtout, et c'est un gros point qu'on va aborder ensemble, les efforts d'acquisition sont extrêmement coûteux, du coup, pour les marques en D2C. Côté retail, quels sont les avantages d'aller vendre sur Amazon, sur Darty, sur Sephora, etc. Le premier, c'est bien sûr une économie de frais logistiques. Aujourd'hui, c'est du coup Sephora ou Amazon qui opèrent la logistique pour ces marques-là. Le deuxième avantage, c'est que ça permet d'avoir une meilleure prévisibilité d'écoulement des stocks, puisque du coup, les retailers vont acheter un certain nombre de stocks aux marques. Et le troisième, bien entendu, c'est qu'il y a une base existante de clients qui est très forte, qui est importante, qui est puissante et qui va permettre d'avoir de générer de la traction sur notre marque sans qu'on ait à faire des efforts d'acquisition. En revanche, bien entendu, les retailers prennent des marges, prennent une partie, une commission sur ces ventes, et donc du coup, les marges sont inférieures pour les marques. Il y a une perte de contrôle sur les prix et sur les positionnements, puisque les retailers pratiquent les prix qu'ils souhaitent sur les produits qui sont vendus sur leur plateforme. Et puis, il y a un manque de visibilité sur la consumer journey, sur le parcours du consommateur et sur la concurrence au sein des partenaires retail. C'est-à-dire que là, pour GHD sur Amazon, le prochain lisseur pourrait être un lisseur Babyliss, par exemple, d'une autre marque. Le fait que les marques vendent à la fois chez des retailers et à la fois en propre, ça donne lieu naturellement à une concurrence de positionnement sur les moteurs de recherche. Alors, tout au long de la présentation, on va regarder principalement Google, puisqu'ils ont une part de marché écrasante en France. Et ici, on a pris l'exemple des capsules Nespresso. Alors, les screenshots sont un peu petits, donc je ne suis pas sûre que vous puissiez tout lire. Mais globalement, ce qui est intéressant de voir, c'est que quand on tape aujourd'hui dans Google capsule Nespresso, Nespresso étant une marque, on va avoir comme premier résultat le site de Nespresso en propre, donc c'est-à-dire le site D2C. Ensuite, il va y avoir les fonctionnalités SERP de Google. Et enfin, il va y avoir la ribambelle de retailers et de plateformes qui vont vendre les capsules Nespresso. C'est-à-dire qu'il va y avoir une concurrence entre le positionnement d'Amazon sur les capsules Nespresso et le positionnement de Nespresso sur ses propres capsules. Et c'est ça qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est ça qui va être le cœur de notre réflexion aujourd'hui sur comment est-ce que le SEO peut permettre non pas qu'il y ait une concurrence entre les différentes plateformes et les différentes manières de vendre, mais bien une complémentarité. Le SEO, donc, comme on le disait, c'est la pierre angulaire de cette approche omnicanale, c'est-à-dire la capacité à vendre sur plusieurs canaux différents, voire même sur tous les canaux. Et donc, cette approche omnicanale où tous les canaux travaillent ensemble à fluidifier le parcours utilisateur et non pas l'un contre l'autre. Un petit détour pour réfléchir du coup au parcours utilisateur. Le parcours utilisateur, il s'est énormément complexifié depuis le Covid. Si on regarde ce qui est présenté à gauche, c'est le parcours utilisateur pré-Covid. Il était séparé en 4 grands moments. C'est ce qu'on appelle le funnel ou le tunnel, ça dépend de ce qu'on dit. Le premier moment, c'était la prise de conscience. De la prise de conscience, on passait au moment de la considération. Après cette considération, c'est-à-dire j'ai fait mon analyse des différents produits, je sais ce que je veux acheter, on passe au moment de la décision, c'est-à-dire de l'acte d'achat.
Et puis, après avoir effectué l'acte d'achat, on passe au moment de la rétention, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut garder ce client dans sa base de données et faire en sorte qu'il soit fidèle à la marque. À droite, ça montre ce qui se passe post-Covid. Globalement, le modèle que vous voyez à droite, c'est un modèle qui a été mis en place par des chercheurs chez Google et qui ont montré qu'on est tous dans une bulle d'exposition, où on est exposé à un certain nombre de marques. Dans cette bulle d'exposition, il va y avoir des facteurs déclencheurs qui vont justifier le fait qu'on va potentiellement acheter quelque chose. Et ensuite, après ces facteurs déclencheurs, on va être dans une sorte de ce qu'ils appellent messy middle, donc de milieu, on va dire, bordélique, dans lequel on va être constamment dans une boucle d'exploration puis d'évaluation. On va sans cesse venir entre évaluer un produit, explorer différentes options, faire un devis, demander des recommandations à des copains, revenir à la phase 1 qui était de faire de la recherche, etc., etc. Ce n'est plus l'un puis l'autre, c'est toujours l'un et l'autre. Et ensuite, il va y avoir l'acte d'achat jusqu'au moment où on a envie d'effectuer cet acte d'achat qui va être propulsé par l'expérience qui est proposée en ligne. Donc, le parcours utilisateur, c'est complètement complexifié et c'est important à avoir en tête dans sa stratégie SEO, justement, pour être en phase avec les intentions de recherche qui vont être la clé de compréhension du parcours utilisateur et donc, du coup, de comment est-ce qu'on va targeter, cibler nos potentiels clients. Alors, dans la vraie vie, ça donne quoi? C'est maintenant le tour de passer la parole à Inès qui va vous expliquer le cas de Tefal.fr, qui est un cas de saison, et les do's and don'ts d'une stratégie SEO omnicanal. Alors effectivement, chez SimilarWeb, on adore la raclette et donc on a choisi l'exemple de Tefal. Donc bien sûr, vous connaissez tous Tefal, c'est une marque emblématique française. Dans le cas des appareils à raclette, un produit vraiment saisonnier, vendu chez de nombreux retailers et une marque plutôt dominante sur le marché des appareils à raclette, même si le cœur de métier de Tefal, c'est plutôt les poêles. Donc ici, je veux vous prévenir, on ne fait pas de bashing de Tefal, on veut vraiment seulement étudier leur stratégie omnicanal dans le cas des appareils à raclette afin vraiment de comprendre les do's and don'ts du SEO omnicanal. Du coup, c'est quoi la réalité derrière les recherches qui sont liées à la raclette? Si on regarde un peu plus en détail, ici, on a regardé sur notre outil SimilarWeb dont je vous parlais en introduction, les recherches à gauche du mot-clé raclette et les recherches à droite du mot-clé appareil à raclette. Et ce qu'on voit déjà est assez intéressant en termes d'intention de recherche. C'est-à-dire que sur les mots-clés raclette, les mots-clés qui sont associés, donc où il y a une forte probabilité de rechercher ces mots-clés quand on recherche raclette, sont en fait des mots-clés, on va dire, d'inspiration. Par exemple, recette raclette, fromage à raclette, le vin pour aller avec la raclette, la charcuterie pour aller avec la raclette, des quantités de raclette, etc., etc. Ici, sur ces mots-clés d'inspiration, c'est-à-dire qu'il y a une possibilité et surtout, on va dire, une tendance à vouloir créer du contenu pour venir répondre aux demandes d'inspiration de ces consommateurs. En revanche, sur les recherches d'appareils à raclette, ce qui est un petit peu différent, on va être dans des mots-clés dont l'intention est principalement l'évaluation. Par exemple, on voit que le 4e mot-clé ici, en termes de volume de recherche, c'est appareil à raclette Tefal. Donc, c'est directement en plus relié à la marque. Appareil à raclette pour 2 personnes, appareil à raclette traditionnel, etc. Ce qui montre qu'on est déjà dans on va dire dans le messy middle dont on parlait dans le parcours d'achat, c'est-à-dire l'évaluation de ces produits dans une perspective d'aller acheter ces produits-là. Alors donc effectivement, comme je vois dans les commentaires, il n'y a pas de saison, mais en ce moment, c'est la saison parfaite pour acheter un appareil à raclette. Donc je me suis demandé, tiens, si j'allais taper appareil à raclette. Donc plutôt recherche, donc dans la slide précédente, 3e, transactionnel. Et en tapant ce mot-clé dans Google, on a eu ce résultat. Ce qu'on voit en fait, c'est que les retailers se positionnent en leader sur le transactionnel. Tefal ne peut pas rivaliser avec ces géants. Il ne se positionne pas non plus sur le contenu alternatif dans les SERP hautes questions posées où on a des questions en haut à droite. Quel est le meilleur appareil à raclette? Comment choisir un appareil à raclette? Grande question. Quelle marque? Ou comment s'appelle l'ustensile à raclette? Aucune de ces questions ne mène vers un site Tefal. En revanche, on remarque qu'il y a des pages produits Tefal qui sont mises en avant chez ces retailers. Par exemple, en regardant Boulanger, le premier sous hyperlien en dessous des photos, non, le deuxième, pardon, cite appareil à raclette Tefal, donc redirige vers des pages produits. Pareillement, en bas à gauche pour Darty ou raclette Tefal, et le premier sous-hyperlien qui dirige les utilisateurs vers des pages produits. Donc, le référencement chez ces retailers n'est pas si mal et une mise en avant finalement assez efficace vers ces retailers, mais en revanche, bien sûr, totalement absence de Tefal.fr dans ces résultats. Et en fait, ce qui est intéressant ici, de voir après les recherches, donc vous avez vu ces screenshots Google, nous sommes un fournisseur de données, donc on veut vraiment comprendre qu'est-ce qui se passe derrière.
Premièrement, en regardant à gauche la distribution de trafic pour les recherches autour d'appareils à raclette. Donc, il y a une centaine de mots-clés qui font partie de ce groupe de mots-clés, y compris des recherches branded Tefal appareil à raclette. On voit que ce sont clairement les retailers qui capturent du trafic pour ces mots-clés. On a en bleu foncé Darty, en orange Amazon, en vert, c'est ça, en vert Boulanger, et en jaune Cdiscount. Donc vraiment, encore une fois, une absence totale de Tefal.fr dans ces recherches qui sont clairement transactionnelles. En revanche, en regardant sur la droite, on voit que être premier en capture de trafic ne veut pas dire convertir le plus de visites sur son site. Si Boulanger et Darty apparaissent en premier résultat et capturent le plus de trafic, c'est sur Cdiscount que les mots-clés convertissent le mieux. Donc, les taux de conversion moyens autour de tous les mots-clés appareils à raclette sur l'on-site, donc au sein de ces sites, dans leur barre de recherche, on voit que Cdiscount est à quasiment 13%. Mais si on remet ça en perspective avec le volume de trafic de Tefal.fr capturé, qui est à peu près égal à 1% pour ces recherches, cela en dit beaucoup sur le taux de conversion et le nombre de transactions qui est effectué sur son site pour les appareils à raclette, puisqu'on imagine même avec un taux de conversion de 10% sur ces recherches appareils à raclette en site, en regardant le trafic qui arrive sur le site d'utilisateurs qui veulent acheter des raclettes, on peut s'imaginer que le volume de transactions sur son site D2C est assez faible. Donc maintenant, après avoir regardé ça, regardons à quoi ressemblent les recherches vers Tefal.fr. Alors, effectivement, donc Tefal, je regardais en même temps dans le chat les questions et on va dire commentaires de tout un chacun. Tefal.fr a fait le choix d'être un site e-commerce. Donc, en même temps, ils ont fait le choix aussi de vendre en propre. Et pourtant, donc, les recherches qu'on observe sur Tefal.fr sont pour la plupart à intention transactionnelle. Donc là, on sort un tout petit peu de l'univers uniquement raclette et on regarde sur le site Tefal.fr quels sont les mots-clés qui vont amener du trafic sur ce site Tefal.fr. Bien entendu, sur le graphique de gauche, c'est le top des mots-clés. On voit que Tefal, bien entendu, est le premier mot-clé qui amène du trafic. Mais on voit du coup qu'il va y avoir des recherches transactionnelles, par exemple avec des noms de produits. Tefal Ingénio, Poêle Tefal, Gaufrier Tefal, etc., etc. Voire des noms un peu plus complets. Ce qui montre que quand les gens ils vont aller sur Tefal.fr après avoir tapé le nom d'un produit, c'est qu'ils ont déjà fait leur recherche, c'est qu'ils ont déjà fait leur benchmark. Et ce qu'on observe à droite, et il faut garder en tête ce qu'on s'était dit au tout début, c'est-à-dire de se replonger dans le parcours utilisateur et de voir quelle était l'intention quand les gens faisaient des recherches par rapport à la raclette ou par rapport aux appareils à raclette, c'est-à-dire des intentions d'inspiration ou alors d'évaluation. Ce qu'on regarde, c'est que les top pages organiques de Tefal, donc c'est-à-dire les pages organiques qui vont générer le plus de trafic, sont toutes des pages produits et non pas des pages contenus. Ce que ça veut nous dire ici, en tout cas la conclusion qu'on en tire, c'est qu'effectivement, Tefal essaie de se positionner aussi sur le transactionnel et pas du tout sur l'inspirationnel. Or, ce qu'on a vu aussi tout à l'heure, c'est que sur le transactionnel, sur les mots-clés appareils à raclette, ceux qui sont le plus forts, ce sont les retailers. Donc, Tefal va se positionner en concurrence directe aux retailers et pas du tout sur la partie contenu, inspiration, éducation, du coup, de ses potentiels consommateurs. Et effectivement, on regardait tout à l'heure donc les recherches raclette, on voyait que les gens étaient intéressés par les recettes, la charcuterie, le vin, etc. Donc ici, on a regardé sur les mots-clés raclette comment était distribué le trafic entre septembre 2021 et mars 2022. On voit bien entendu qu'il y a un pic au niveau de la saison hivernale et que ce trafic est capturé pour la plupart par des sites de recettes, Hervé Cuisine, Papy et Pupi, etc., etc. Il y a un site ici qui a particulièrement retenu notre attention, c'est le site de Richemont.fr. Richemont, c'est un producteur de fromage, donc a priori, on se dit, bon, qu'est-ce qu'il vient faire là? Puisque du coup, c'est pas vraiment un site de recettes, mais c'est un site qui lui aussi vend du fromage et pourtant réussit à capturer du trafic sur les sites, recherches liées à la raclette en ayant un site dédié avec du contenu par rapport à la raclette, notamment nos recettes gourmandes dans lesquelles il donne des tips de raclette. Ce qu'on veut dire par là, c'est que c'est pas impossible quand on est un site e-commerce, quand on est un site marchand, quand on est un site D2C, de se positionner sur du contenu et donc de venir capturer une part de trafic. Et si Richemont arrive à le faire sur la raclette, il n'y a pas de raison que Tefal ne puisse pas le faire également sur cette partie-là. C'est juste qu'ils ne se sont pas positionnés et qu'ils ne préemptent du coup absolument pas le contenu non transactionnel sur leur site D2C.
Et donc là, maintenant, vous devez demander, mais pourquoi est-ce si important finalement de créer du storytelling sur son site D2C afin potentiellement de créer des parts de marché supplémentaires chez ces retailers, puisque les deux ne sont pas exactement connectés. Prenons donc l'exemple d'Amazon pour cela. Donc ici, sur cette capture d'écran, vous pouvez voir apparaître le top des mots-clés qui dirigent par clic vers des pages produits Tefal sur Amazon.fr. Donc, regardons à gauche tout d'abord, donc cette colonne de mots-clés. On voit que les deux mots-clés qui génèrent le plus de trafic vers les pages produits Tefal sont raclette et appareil à raclette. Donc, en soi, des mots-clés très génériques. Deuxièmement, néanmoins, on voit quand même que sur ce top 10 des mots-clés générant le plus de clics vers les pages produits Tefal Amazon, on s'aperçoit qu'ils sont branded, donc qui a la marque Tefal. Donc, on voit appareil à raclette Tefal en nombre 3, on voit appareil raclette Tefal, appareil raclette Tefal 8 personnes, poêlon raclette Tefal, etc., etc. Donc, on voit quand même qu'il y a des mots-clés qui sont branded pour la marque. Et en revanche, reprenons le premier mot-clé, donc celui qui rapporte le plus de trafic vers les pages produits Tefal, raclette. On s'aperçoit que la marque, je ne sais pas si vous voyez la petite barre en bleu brand share, la marque en fait capture que même pas 10%, environ 8% du trafic sur ce mot-clé, alors que Tefal, en fait, c'est une marque française, une marque qu'on connaît tous, une marque legacy, comme on appelle. Et la même chose, en regardant le troisième mot-clé, donc appareil raclette Tefal, qui est branded, on s'aperçoit, le troisième ici, en regardant la petite barre bleue de la brand share, que Tefal ne capture même pas 25% de ce mot-clé vers ses pages produits. Donc, pourquoi on s'aperçoit sur l'avant-dernière colonne qui indique le prix moyen d'une unité vendue de Tefal quand les utilisateurs ont cliqué sur ce mot-clé, en comparant cette colonne avec la dernière, qui est le prix moyen d'une autre unité vendue d'un autre appareil à raclette d'une autre marque, on se rend compte que, très globalement, Tefal est plus cher. Et ce qui donne comme indication que les utilisateurs d'Amazon recherchent avant tout les petits prix, le meilleur deal, etc. Mais qu'est-ce que devrait donc faire Tefal dans ce cas-là? Premièrement, on voit qu'il y a une opportunité d'améliorer sa stratégie SEO sur Amazon en fournissant plus d'informations sur ses produits et en étant sûr de s'aligner sur toutes les occurrences de mots-clés qui rapportent le plus de trafic vers d'autres produits de la catégorie. Donc vraiment, appliquer une stratégie SEO propre à la plateforme. Deuxièmement, en voyant que ces utilisateurs ont tendance à cliquer sur un produit qui est moins cher, même après avoir recherché un produit Tefal, Tefal a vraiment l'opportunité d'utiliser son site D2C afin d'éduquer les consommateurs sur la qualité de ses produits. Faire en sorte qu'ils pensent directement à Tefal comme une marque incontournable, par exemple en mettant en avant la qualité du téflon, la durabilité, parce que c'est vraiment des thématiques qui intéressent les consommateurs, et également la sûreté. D'expérience au Royaume-Uni, j'ai acheté un appareil à raclette sur Amazon, pas de marque, qui a failli faire brûler ma maison. Donc tout ce genre d'arguments qui pourraient vraiment inciter le consommateur à peut-être payer un petit premium, en tout cas pour la marque. Et pourquoi c'est important? C'est qu'en fait, on voit que la consumer journey, comme a dit Alix avant, on ne peut pas la penser différemment pour D2C et retail. Le matin, je ne me dis pas, bon, bah, moi, je vais juste essentiellement acheter mes produits sur le site d'une marque qui opère en D2C et jamais en retail. Les utilisateurs vont comparer, sont dans un chemin de comparaison permanent. Et donc, ce qu'on voit, c'est que grâce à nos données SimilarWeb, on voit qu'en fait, 32% des visiteurs de Tefal.fr regardent une page produit de la marque sur Amazon dans la même journée. Donc, c'est tous ces consommateurs, 32%, ce qui est énorme, tous ces consommateurs que Tefal rate d'éduquer sur la valeur de ses produits. Et enfin, donc, en se penchant rapidement sur la part de trafic, la part de marché de Tefal sur Amazon. Alors, bien sûr, il est premier. On voit Tefal en orange en bas à gauche, avec 12,5%. Comment? C'est du violet. J'ai dit violet? J'ai dit bleu? Orange.
il est temps d'aller il est temps d'aller chez l'opticien, l'ophtalmo. Oula, donc, je préfère de créer. Du coup, Tefal possède une place de marché de 12,5%, ce qui est pas mal. C'est la première marque. Mais en revanche, a un potentiel avec son empreinte historique en France de gagner vraiment beaucoup plus de parts de marché. Donc, autant créer du contenu, c'est bien. Mais encore, faut-il peaufiner donc, sa stratégie d'acquisition sur son site. Et maintenant, Alix va vous montrer, grâce à notre outil de ranking SimilarWeb, comment Tefal.fr pourrait capturer plus de trafic sur son site D2C et sur ses contenus potentiellement. Alors, merci Inès. Et effectivement, sortons un petit peu d'Amazon. On voit que malgré tout, malgré une potentielle optimisation, Tefal.fr s'en sort pas trop mal. Aujourd'hui, si on regarde son référencement, donc en termes de site D2C sur des mots-clés, on va dire assez génériques. Les mots-clés, on regarde 2 catégories, je vais expliquer ça. Il y a vraiment des opportunités d'amélioration. Déjà, le premier point, c'est que la plupart du trafic sur Tefal.fr vient du mobile, 69%. Donc, il y a une préférence pour le mobile qui est importante, qui est forte. Et donc, il va falloir accélérer sur le ranking sur le mobile. Alors, ce qu'on regarde ici, ça provient de l'acquisition d'une entreprise qui s'appelle Rank Ranger, qui était le leader du ranking du coup en SEO, qui a été achetée par SimilarWeb un petit peu avant l'été et qui nous a permis d'aller peaufiner, d'aller accélérer aujourd'hui sur nos fonctionnalités SEO sur notre plateforme. Donc, je suis ravie de vous présenter ça. Et donc, la deuxième partie du tableau au milieu nous montre quel est le ranking pour les mots-clés qu'on appelle branded, c'est-à-dire qui contiennent Tefal. Sur desktop et sur mobile, il y a entre 66 et 68% des mots-clés qui contiennent Tefal qui se situent entre la position 1 et la position 3 en organique. C'est pas mal. 66-68%, c'est plutôt pas mal. En revanche, il y a une marge de progression, c'est-à-dire qu'il y a 30% des mots-clés qui contiennent Tefal qui ne se situent pas entre la première et la troisième position, ni sur desktop, ni sur mobile. Donc là, il y a quand même une marge de manœuvre aujourd'hui pour aller vraiment créer du contenu sur la marque. Mais on l'a vu, c'est pas vraiment là où Tefal fera la différence puisque les retailers sont plus forts sur les mots-clés sur la marque. En revanche, on regarde la deuxième partie du tableau, la distribution justement du ranking sur des mots-clés qui sont non-branded, c'est-à-dire des mots-clés qui ne contiennent pas Tefal. Donc, on va pas être appareil à raclette, par exemple. On voit que sur desktop et sur mobile, il n'y a que 1% sur 1% de ces mots-clés-là que Tefal arrive entre la position 1 et la position 3. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment une énorme opportunité pour Tefal pour venir accélérer, pour venir se positionner, être meilleur sur ces mots-clés et notamment, comme on l'a vu, sur des mots-clés de type inspirationnel qui vont pouvoir lui ramener du trafic, éduquer des clients, fidéliser des clients par rapport à la marque, créer une communauté autour de la marque Tefal et, in fine, pourquoi pas, vendre en direct où il y a une maîtrise des prix et il y a une maîtrise du positionnement des différents appareils. Alors, effectivement, du coup, on peut mieux conseiller ses consommateurs donc du coup, pour améliorer son ranking sur les mots-clés génériques, on l'a vu. Mais encore faut-il comprendre que la manière de rechercher sur les plateformes est différente. À gauche, j'ai remis les recherches raclette de Google qu'on avait déjà identifiées avec la plupart de ces recherches qui sont des recherches de type inspiration. Donc, on l'a déjà dit, hein, les recettes, etc. À droite, j'ai comparé la typologie de recherche sur Amazon directement, puisqu'aujourd'hui, Amazon, c'est le premier moteur de recherche aux États-Unis. C'est pas Google, c'est Amazon. Donc, il y a beaucoup de gens qui vont directement sur Amazon faire leur recherche de produits qui ne passent même plus par Google. Et donc, avec SimilarWeb, on a la capacité d'aller comprendre de la même manière qu'on comprend le SEO sur Google, le SEO sur Amazon. Et ce qu'on voit, c'est que sur Amazon, l'intention derrière les recherches est déjà beaucoup plus une intention d'évaluation, voire d'achat. Aujourd'hui, c'est surtout sur la partie de gauche, sur la partie Google, qu'il y a vraiment un potentiel pour Tefal.fr pour se positionner comme étant du coup un site inspiration, un site communautaire, un site sur lequel on a envie d'aller, surtout quand on voit la tendance qu'il y a autour de la food et votre engagement sur le chat en atteste plus que tout, c'est qu'on est prêt à en discuter, on a envie d'en parler, c'est quelque chose qui intéresse les Français. En revanche, qu'est-ce qu'on peut dire du coup sur l'optimisation sur Amazon? On a vu que Tefal.fr se situait pas trop mal, et que du coup, il y avait des recherches qui étaient principalement transactionnelles en termes d'intention. Inès, est-ce que tu peux nous en dire plus sur les techniques d'optimisation de son SEO sur Amazon? Évidemment. Toujours en prenant, bien sûr, des exemples de Tefal qu'on a vu un peu victime de son prix un peu plus élevé. Donc, pour prendre l'exemple de Tefal pour appliquer ces principes. Il y a donc 3 vraiment piliers de la SEO sur Amazon.
Premièrement, il y a la pertinence. Il faut savoir que Amazon classe ses résultats en fonction de la pertinence sémantique de votre page par rapport à la recherche, comme ferait un Google. Donc, il faudrait vraiment, par exemple, que Tefal aille voir d'autres mots-clés sur lesquels se positionner, d'autres occurrences de mots-clés qui sont que des utilisateurs tapent pour avoir pour accéder à d'autres produits de leurs compétiteurs, par exemple. Donc, il devrait inclure ces occurrences dans sa page produit, dans les descriptions et tous ces mots-clés donc annexes et connexes. Deuxièmement, il y a une partie assez intéressante, un peu comme les SERP, la feature SERP des questions utiles sur Google, c'est le fait de répondre aux questions posées par les utilisateurs dans la foire aux questions. Donc, par exemple, sur comment servir du produit, quelle est la meilleure manière de l'utiliser, etc. Donc, répondre à toutes ces questions pour avoir l'air utile. Deuxièmement, donc, il y a le taux de conversion. Donc, je ne sais pas si vous étiez au courant, mais Amazon peut prédire votre taux de conversion à partir du prix affiché, de la qualité de l'image, du nombre de reviews obtenus et votre taux de in-stock. Donc ça, c'est toujours pour les personnes qui sont en charge de l'optimisation des pages Amazon. Pour une marque, c'est toujours intéressant de faire bien attention que le taux de réassort soit affiché. Par contre, parce que, par exemple, s'il y a marqué sur votre page produit qu'il reste que 5 unités disponibles, Amazon peut vous faire rank un petit peu plus bas dans les résultats de recherche. Troisièmement, le côté, bien sûr, satisfaction. On vit dans un monde on vit dans une société, comme on dit, où tout le monde laisse des notes. Les utilisateurs laissent des notes sur tous les sites Internet qui existent, et notamment donc, les sites des produits, ce qui est particulièrement important dans le sens où Amazon possède plus des millions et des millions de produits. Les consommateurs se sentent un peu perdus, donc vraiment s'attachent à la notation des produits en ligne. Donc faites bien attention que vos produits soient notés afin de rank positif dans l'algorithme de recommandation. Donc, boostez vos reviews pour garder ce perfect order percentage supérieur à 95% et diminuer le bounce des utilisateurs quand ils iront sur vos pages produits. Alors, du coup, on vient de voir, et pour récapituler un petit peu ce qu'on s'est dit sur Tefal, c'est que effectivement, Tefal aujourd'hui, c'est un site à la fois de e-commerce en propre en D2C, à la fois qui vend chez des retailers, qui a une opportunité pour éviter d'être en concurrence avec ces retailers en direct et du coup d'aller plutôt sur l'éducation de ses consommateurs, puisque c'est l'intention de recherche première, notamment sur les sujets raclette. On voit qu'il y a une marge de manœuvre, on va dire, importante pour Tefal et que c'est un petit peu le contre-exemple de ce qu'on voudrait nous donner comme conseil. Alors, on va s'intéresser, j'espère qu'on ne vous a pas trop assommé avec la raclette parce que là, on va passer aux oreillers. On va s'intéresser maintenant à dodo.fr qui est du coup, au contraire, un peu le bon élève, le premier de classe sur les sujets SEO. Inès. Merci beaucoup, Alix, pour cette blague percutante, encore une fois, bon, assommante. Du coup, la marque Dodo, c'est une marque faite en France, donc un peu comme Tefal, donc vraiment des produits manufacturés en France, plutôt de qualité, vendus chez des nombreux retailers, donc But, Conforama, Darty, etc. Peut-être pas Darty, pardon, Cdiscount, et une marque leader du marché, même si challengée par des nouveaux pure players digitaux, des marques un peu du sommeil, donc comme Teddy Bear, Emma, etc., que vous avez pu voir. Et pourquoi on a pensé que c'était un bon exemple? Donc, en prenant une recherche très simple, qui est comment choisir son oreiller. J'ai mal à la nuque, j'ai besoin de changer mon oreiller et je suis un peu perdue face au choix large d'oreiller qui existe. Donc, je tape cette recherche dans ma barre de recherche Google et 3 résultats apparaissent. En premier, donc tout d'abord un article de Madame Le Figaro sur les 5 règles à respecter pour bien choisir son oreiller. Deuxièmement, un article de Doctissimo, donc leader un peu dans ce genre de conseil, bien choisir son oreiller, découvrir notre sélection. Et troisièmement, grande surprise, un article de dodo.fr, un contenu donc de son site transactionnel, quelle taille choisir pour son oreille. Donc curieuse, je clique et à droite, en haut à droite, vous pouvez apercevoir une capture d'écran sur la page d'accueil de cet article qui est en fait un guide de choix, un assistant de choix qui est assez long et assez détaillé, qui comporte cette partie, donc quelle taille choisir pour son oreiller, mais à gauche, je ne sais pas si vous arrivez à voir le petit menu qui répond à d'autres questions, donc quel garnissage, quelle fermeté, pourquoi choisir un oreiller bébé pour son enfant et quel oreiller pour des besoins particuliers. Donc vraiment un article extrêmement détaillé qui va traiter une à une les questions des consommateurs.
Par ailleurs, d'ailleurs, en référant à toutes ces questions qui sont traitées, on peut s'apercevoir que en cliquant sur les liens de hautes questions posées, c'est cette feature SERP de Google, un des liens redirige vers cet article. Donc, on voit vraiment que Google a considéré cette page de Dodo comme utile afin de répondre aux questionnements des consommateurs. Et en fait, on voit dans cette page contenu, évidemment, c'est quand même un site transactionnel qui doit mettre en avant ses produits. Et on regarde que c'est mis en avant de manière très subtile. Donc, par exemple, comment choisir un oreiller en duvet. Donc, le site donne quelques conseils, etc. Puis, intègre subtilement 3 différents produits pour rediriger les consommateurs vers ces pages qui sont par ailleurs en promotion. Une dernière chose à noter, c'est que ce qui est intéressant dans l'architecture du site, c'est que l'onglet assistant de choix se voit même quasiment presque plus que nos produits en haut à gauche. Donc, on voit vraiment que Dodo essaye de se positionner en tant que conseiller afin d'aider les Français à mieux dormir et mieux choisir leurs produits qui leur correspondent. Et du coup, comment ça se traduit sur des recherches plus transactionnelles? Donc, on a tapé oreiller, qui est un mot-clé extrêmement générique. Et, bonne surprise, le site de dodo.fr arrive en premier résultat organique en haut à gauche avec sa page d'accueil qui est oreiller à mémoire de forme, ferme et moelleux. Donc, qui est assez général. Mais deuxièmement, ce qui est intéressant à regarder, c'est que le site dodo.fr, en fait, atterrit devant ces distributeurs, donc ces discounts Amazon, Ikea et But. Et d'ailleurs, tout en bas à droite de l'écran, je ne sais pas si vous pouvez l'apercevoir, cet oreiller dans une housse, on remarque en fait le logo Dodo. Donc même le produit Dodo est mis en valeur par ces retailers par cette recherche oreiller. Donc on voit vraiment que Dodo, grâce à sa stratégie de contenu assez efficace, jugée comme utile par Google, réussit à apparaître en top résultat pour des mots-clés qui ne sont pas branded, qui ne comprennent pas le nom de sa marque, pour des recherches donc soit éducationnelles, soit transactionnelles. Et donc, comme on va voir ici, sa stratégie lui permet vraiment, donc je vais illustrer mon propos sur le fait que Dodo arrive à capter une audience soit qui recherche des conseils, soit qui recherche à effectuer un achat. Donc, tout d'abord, en regardant la capture d'écran à gauche, qui illustre en fait les top pages organiques de dodo.fr sur desktop, donc les pages de son site qui capturent le plus de trafic, on remarque que en 6e et 7e position, on a 2 guides d'achat. Le premier, en 6e position, comment choisir son oreiller. Et le deuxième, comment choisir une couette. Donc, on voit quand même qu'à eux deux, ces 2 pages, elles capturent 4% du trafic du site. Je fais une petite fausse manip. Ah, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Deuxièmement, deuxième chose intéressante à noter sur cette capture d'écran de gauche, c'est qu'en regardant les top mots-clés, donc le mot-clé qui a amené le plus de trafic par top page en trafic, du coup, en visite de Dodo, on remarque que quasiment toutes sont non-branded, donc ne contiennent pas Dodo, à part la première, donc c'est Dodo, le mot-clé Dodo qui amène sur la page d'accueil de dodo.fr et oreiller Dodo. Mais globalement, on voit différents mots-clés, couette, oreiller, sur matelas, couette été, et d'ailleurs deux mots-clés qui sont à visée éducative, on va dire, donc meilleur oreiller et quelle couette choisir. Donc voilà, on voit vraiment cette stratégie elle est assez intéressante et plutôt aux antipodes de la stratégie de Tefal. En tout cas, les résultats, plutôt aux antipodes. Deuxièmement, donc à droite, en regardant les top mots-clés organiques pour dodo.fr, sur desktop à gauche et sur mobile à droite, on peut savoir de la même chose, c'est que la plupart des mots-clés qui dirigent le plus d'utilisateurs vers le site sont des mots-clés génériques, couette, encore une fois, sur matelas, oreiller, couette 220 par 240, etc., protège matelas, voilà, etc., etc. Donc, on voit vraiment que même si, effectivement, dodo.fr n'est pas Apple, n'a pas une image de marque aussi forte et aussi connue, on voit quand même que le site réussit extrêmement bien sa stratégie d'acquisition puisque se positionne plutôt bien avec des mots-clés très génériques.
Et ce qu'on va voir aujourd'hui, ce qu'on va voir ici, c'est que c'est assez intéressant de voir que la stratégie assez efficace de Dodo d'acquisition sur son site D2C ne compromet pas pour autant l'acquisition de clients chez ces retailers. Donc à gauche, on peut voir en effet sur la distribution de trafic pour les recherches Dodo, donc Dodo Matelas, Dodo Couette, etc., des recherches assez branded que Dodo.fr qui est en bleu foncé, cette fois-ci je ne me trompe pas de couleur, capture la majorité du trafic branded, clairement. Donc quand les utilisateurs tapent Dodo.fr, ils veulent aller sur le site de Dodo, ils ont peut-être une affinité assez forte. En revanche, en regardant à droite, le pourcentage des unités vendues Amazon.fr pour les oreillers classiques, les oreillers, on se rend compte que Dodo a une part de marché assez importante, deuxième marque, 10% de part de marché sur les unités vendues, sachant que c'est plutôt un produit plus cher que la plupart des autres marques. Et ce qu'on remarque aussi, c'est qu'en fait, sur les 10 mots-clés générant le plus de clics vers les pages produits oreillers d'Amazon, il n'y en a aucun qui est branded. Donc, en fait, les utilisateurs de la marketplace, on voit vraiment qu'ils ne recherchent pas une marque en particulier. Donc, c'est une stratégie d'acquisition différente. Et en revanche, Dodo arrive à être populaire. Donc, ça va renvoyer à ce dont j'ai parlé tout à l'heure sur les stratégies SEO sur Amazon. C'est populaire grâce à un très bon référencement qui est dû à des notes moyennes assez élevées. Par exemple, la note moyenne d'un oreiller de Dodo sur Amazon est 4,5 contre 4,3 sur 5 en moyenne pour 170 autres produits qui ne sont pas de marque. Donc, encore une fois, on voit que capturer la majorité des recherches Google sur les oreillers, etc., ne cannibalise pas forcément les ventes sur ces retailers. Et pourquoi ? Dernière slide, c'est que en fait, la consumer journey n'est pas forcément la même. Donc, ce qu'on regarde, c'est que Dodo peut encore plus utiliser Amazon comme canal marketing. Pourquoi ? Parce qu'il y a 6% des visiteurs de Dodo.fr qui ont vu un produit Dodo sur Amazon.fr dans la même journée. Donc, ce qui est assez... c'est pas relativement extrêmement élevé. Donc, c'est peut-être des utilisateurs qui sont sur le site D2C, qui n'ont pas forcément envie de comparer les prix, etc. En revanche, en regardant le contraire, il y a 12% des visiteurs d'Amazon.fr d'une page produit Dodo qui ont visité Dodo.fr dans la même journée. Donc, en fait, un acheteur sur Dodo.fr, pour résumer, ne va pas forcément sur Amazon. En revanche, l'acheteur de Dodo sur Amazon va aller sur le site D2C, donc 2 consumer journey différentes, d'où vraiment l'intérêt pour les marques de vraiment développer une stratégie omnicanal et complémentaire. Donc, pas développer une stratégie SEO sur son site D2C totalement séparée de sa stratégie de référencement chez les retailers. Donc, même si le D2C a ses avantages, à part si on est Apple, le volume de trafic vers les pages produits les plus importants est globalement plus important chez ces retailers que le D2C. Donc, voilà, encore une fois, d'où l'importance de penser à la fois sa stratégie retail SEO et D2C SEO. Complémentairement. Merci Inès. Alors, on va passer très rapidement à la conclusion avant de regarder les questions que vous avez pu poser dans le chat. Alors, en conclusion, on a 3 points globalement qu'on aimerait que vous puissiez retenir de cette présentation qui, on l'espère, a été intéressant pour tout le monde. Le premier point, c'est qu'il faut adopter une stratégie de 360 degrés pour maximiser ses ventes D2C et retail. Globalement, il n'y a pas de concurrence nécessaire entre D2C et retail. Donc, faites fonctionner tous vos canaux ensemble parce que le SEO doit supporter l'ensemble de votre stratégie, pas seulement la visibilité de votre marque sur Google. Pour faire ça, il faut décloisonner son département SEO, pas considérer le SEO comme séparé du e-commerce ou comme séparé de votre notoriété de marque ou séparé du département marketing, etc. C'est vraiment un socle commun qui va vous permettre ensuite de supporter votre stratégie omnicanal. Le deuxième point, c'est donc créer une expérience de contenu en ligne qui répond à l'intention de recherche de vos clients. En fait, les retailers ont été pensés comme des magasins, on va dire des boutiques physiques, alors que la réalité, c'est qu'en ligne, l'expérience, elle est forcément liée au contenu. Et c'est une chance pour les annonceurs et pour les marques de se démarquer, le contenu, justement en proposant une expérience qui va au-delà
des produits, qui va au-delà de la description de produits que vous pouvez avoir chez vos retailers, qui va au-delà de la fiche que vous allez mettre en ligne sur Amazon, sur Darty ou je ne sais quoi, d'aller au-delà avec un contenu qui est unique, qui va vraiment vous aider à vous démarquer, mais qui est connecté à l'essence de la marque, qui va déjà plonger le consommateur dans ce que c'est que votre marque. Il faut du coup à la fois être pragmatique, bien sûr. Google doit vous considérer comme utile pour pouvoir être ranké en haut, mais il faut à la fois être créatif là-dessus. Donc n'hésitez pas à cibler les mots-clés les plus recherchés dans l'industrie. On l'a vu sur les exemples de raclette et on a vu justement le très bon exemple de Dodo, et à créer du contenu en fonction de cette intention de recherche. Et puis le troisième point, c'est donc soyez pragmatique, choisissez vos batailles et trouvez des astuces pour arriver en premier. Bien sûr, soyez pragmatique, ça veut dire que tout le monde ne pourra pas, entre guillemets, arriver au-dessus de ces retailers, c'est normal. Si c'est le cas et que vos retailers, bien sûr, sont bien plus importants, bien plus forts que vous sur un certain nombre de mots-clés qui sont notamment des mots-clés référents à votre marque, c'est pas grave, vous avez d'autres manières de vous démarquer par du contenu, justement, on l'a dit, mais aussi par la capacité à potentiellement faire du display sur des sites qui sont premiers. On a vu tout à l'heure sur les recettes, sur Raclette, qu'il y avait des sites de recettes Hervé Cuisine et autres qui étaient premiers. Bon, si Tefal n'a pas moyen de concurrencer ça en termes de SEO, qu'ils mettent des annonces display sur ces sites de recettes. Donc, ça veut dire que vous avez une autre manière, une manière astucieuse et un peu détournée d'arriver premier quand même sur ces sujets-là. Voilà, merci beaucoup pour votre écoute et puis pour votre engagement dans le chat. On va regarder les questions. Je me permets d'ouvrir le petit onglet et de regarder. Donc, je vais regarder les questions qui ont le plus de votes. Alors, je vois une question. Bonjour, toutes ces stats proviennent de SimilarWeb et si oui, quel est le trafic minimum d'un site pour obtenir ces stats? Alors oui, toutes ces stats viennent de SimilarWeb, effectivement. À part une qui était sur les 100 marketplaces qui représentent 63% du e-commerce, ça venait chez Statista, mais sinon tout le reste vient de SimilarWeb. Et le trafic minimum, c'est donc d'avoir 5000 visites par mois pour pouvoir être visible sur la plateforme. Alors, je vois une autre question. Comment différencier les titres description produits entre le site de marque et les marketplaces type Amazon? Donc, les titres et descriptions de produits. Alors, sur les fiches produits, sur Amazon et sur vos retailers, ça va être des choses qui vont être... donc, c'est les conseils qu'on donnait sur notamment optimiser son SEO sur Amazon, c'est d'être, on va dire, couvrir un maximum les détails techniques du produit. Donc, assurer qu'il va y avoir une logistique qui va être facile, permettre à l'utilisateur d'avoir en un clin d'œil toutes les informations techniques qui vont être sur votre produit. Alors que sur le site D2C, le site de marque, vous allez avoir beaucoup plus la capacité à être sur du conseil, à vraiment reproduire de l'expérience comme si vous étiez en magasin, comme si vous aviez un expert à côté de vous. Vous pouvez avoir un chat, par exemple, vous pouvez avoir un questionnaire personnalisé, que ce soit sur les oreillers, que ce soit sur la beauté, qui vont vous permettre ensuite d'aller pousser des produits qui sont adaptés à vos consommateurs. Donc vraiment d'essayer du coup d'aller être au plus proche du conseil et de la réalité de ce que vont rechercher les consommateurs là-dessus. Et en prenant la question de Joseph, en fait, sur les SERP pour le D2C comme les SERP dans le retail, effectivement, il y a les deux. Et il y a également un potentiel, je ne sais pas s'il y a des retailers dans la salle, en tant que retailer, de se positionner un peu comme a fait Dodo pour ses guides d'achat, mais le faire en tant que retailer. Il y a pas mal de retailers dans la beauté, par exemple, donc Sephora qui essaye vraiment de personnaliser l'expérience client sur son site et donc qui écrit des très longs guides sur quels sont les produits les plus adaptés qui peuvent se retrouver en questions les plus posées en recherche Google. Par exemple, quelle est la marque que je devrais utiliser si j'ai tel âge, etc. Et oui, effectivement, les SERP sont présentes pour les deux. Alors, je vois une question, je viens de voir que je n'avais pas trié par vote, mais par date, donc je suis désolée, je prends les questions qui ont le plus de vote. Donc, au final, l'intérêt pour les grandes marques est de se positionner sur leur nombre de marques pour atterrir en haut des SERP et laisser la place aux retailers pour vendre leurs propres produits. Alors, ça va vraiment dépendre pour le coup de l'intérêt. Ça va vraiment dépendre de est-ce que vous voulez booster, est-ce que votre objectif c'est d'aller accélérer vos ventes sur votre site de marque ou est-ce que votre objectif c'est d'aller, on va dire, accélérer la notoriété de votre marque et l'affinité, la désirabilité de votre marque. En fonction des stratégies de chacun et du pourcentage que va représenter ou que vont représenter les retailers dans votre mix de canaux, vous allez avoir des stratégies qui sont différentes. Si vous êtes une marque aujourd'hui qui vend à 90% via des retailers, évidemment, vous avez presque intérêt à laisser ces retailers prendre la place sur vos produits. Et votre intérêt, ça va être d'aller optimiser votre SEO au sein de ces retailers pour être sûr qu'en revanche, vous soyez bien visible au sein de ces retailers et plus que vos concurrents.
Si vous êtes dans une stratégie qui est un petit peu différente, c'est-à-dire avoir de la visibilité, ou comme Tefal, Tefal par exemple, je pense qu'effectivement leur site e-commerce est peut-être encore très petit, mais ça ne veut pas dire que vous n'avez pas une place à prendre justement pour créer de l'affinité, de la désirabilité, de l'expérience autour du contenu, comme on l'a vu. Est-ce qu'on peut obliger une marketplace à ne pas utiliser nos contenus home site pour éviter le duplicate? J'imagine que ça dépend de la relation que vous avez avec elle. Je pense que c'est des termes et conditions qui doivent être générés, qui doivent être discutés pendant la signature de votre contrat de partenariat. Donc, je pense que ça dépend. Je vois que Nicolas est de retour. Allez, je voulais une petite dernière question-réponse avant de clôturer la journée. Alors, attendez, je regarde quelle était la suivante. Alors, la question, c'était, j'ai l'impression que ça fonctionne comme de l'affiliation. Il y a des SERP pour le D2C et des SERP pour le retail. J'ai répondu très rapidement à cette question déjà. Ah, ok. Directement en texte? Ah, très bien. Non, pendant qu'on était en train de parler, j'en fais référence, mais ce n'est pas grave. Excuse-moi. Alors, du coup, cette question est déjà passée, on va prendre ça juste après. Pour Decathlon en Algérie, c'est le même cas que pour Tefal. Pour les mots-clés transactionnels, les retailers arrivent en tête du SERP. Donc, vous me dites que je devrais me concentrer sur des mots-clés de navigation plutôt que sur des mots-clés transactionnels. Alors, encore une fois, Decathlon, c'est un cas un peu à part parce que vous êtes vous-même retailer, Decathlon. C'est-à-dire que vous vendez non pas que des marques, votre marque Decathlon, vous vendez aussi d'autres marques sur le site de Decathlon. Donc, pour le coup, vous êtes plutôt en concurrence, on va dire, avec d'autres retailers qu'autre chose. Donc, c'est un cas un peu particulier. Je dirais que, bien sûr, Decathlon, par exemple, en France et je sais en Belgique, fait un excellent travail de contenu, de guide, justement d'accompagnement avec toujours plus d'initiatives qui sont lancées, comme les abonnements, comme des choses qui ne sont pas proposées chez d'autres retailers. L'abonnement à Decathlon. Aujourd'hui, là, ils ont proposé assez récemment en Belgique une initiative où ils allaient prendre le parcours du consommateur à l'envers. Donc, au lieu d'aller acheter un produit sur Decathlon, c'est un utilisateur va venir avec son produit, le proposer sur Decathlon, gagner de l'argent en le vendant et pouvoir redépenser cet argent sur Decathlon. Donc, il y a plein d'initiatives qui sont mises en place pour essayer justement de se démarquer par rapport à d'autres retailers, puisque Decathlon, du coup, est en fait en concurrence frontale avec le reste des retailers, puisque vous vendez les mêmes produits. Pas que, bien sûr, d'autres produits en exclusivité, mais aussi les mêmes produits que sur d'autres plateformes. Super. Eh bien, merci beaucoup Inès et Alix pour cette super conférence. Alors, je vous avouerai, moi j'ai découvert du coup grâce à vous que en effet Dodo en tant que fabricant ils sont premiers sur matelas, couettes, oreillers, etc. Donc comme quoi techniquement Tefal pourrait a priori peut-être, je ne sais pas, viser les premières positions sur les poils et les appareils à raclette. Qui sait? Donc un grand merci à vous. J'ai trouvé que cette conf, franchement, permettait justement de se challenger, notamment en tant que fabricant sur les stratégies digitales. Donc vraiment, merci pour ce webinaire. Si dans l'audience, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de questions, et hélas, on n'a pas le temps d'y répondre, n'hésitez pas à contacter Inès et Alix, notamment sur LinkedIn, pour bien entendu poser vos questions et également si vous êtes intéressé vous-même par la data SimilarWeb qui a permis du coup cette belle analyse. Pour info, avant de se quitter, eh bien sachez que là c'est la fin de la première journée, mais je compte sur vous pour venir pour la deuxième journée puisque demain il y aura d'autres conférences. À 9h15, on aura Gabriel d'1 minute 30 qui nous parlera de comment rebondir face aux différentes crises du moment. 10h30, une superbe étude de cas avec Ouest France qui fait partie vraiment des top médias en termes de progression d'audience et où Michel et François vous partageront leurs astuces et leurs bonnes pratiques pour aller chercher de la perf SEO, notamment sur la partie média. À 11h30, on aura Nicolas Tsemjous pour partager ses astuces sur les stratégies de mots-clés. 14h30, j'animerai une conférence avec Julien sur comment gagner du temps dans votre stratégie de contenu. Vous en parliez, c'est un sujet important, le contenu, on le voit bien pour Dodo. Mais comment on fait plus de contenu en moins de temps? Et 15h30, on aura la team HubSpot pour vous partager toutes leurs astuces autour justement des blogs, des articles de blog, des articles conseils
pour notamment aller chercher plus de trafic et plus de leads. Et en plus, 16h30, Virtual Cocktail avec un quiz SEO géant. Donc, c'est le plus grand quiz, en tout cas que moi je connaisse, on est plusieurs centaines à s'affronter sur des questions SEO pour tenter d'aller chercher la première place et plusieurs lots à gagner. Donc, j'espère que cette première journée vous aura plu, aura été riche en apprentissage. N'hésitez pas à partager vos belles trouvailles, j'ai envie de dire, vos beaux apprentissages sur les réseaux sociaux avec le hashtag SSQ5. Et on vous retrouve demain pour la deuxième journée. Et encore merci Inès, Alix pour ce super webinaire. À très bientôt. Merci beaucoup. Merci.